بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum jami'an, أينما كنتم. عساكم بخير. Bienvenue dans la chaîne YouTube de Tiryaq Club. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va vous présenter un cours de la neurophysiologie intitulé le cortex moteur. Alors avant de voir c'est quoi le cortex moteur, on va d'abord définir c'est quoi le cortex cérébral. Alors ça c'est une représentation schématique de notre encéphale. Donc on trouve à la périphérie la substance grise, puis à l'intérieur on va trouver la substance blanche, et plus en profondeur on va trouver aussi de la substance grise qui va nous former les noyaux gris centraux. Il faut noter que la partie la plus externe de notre encéphale, c'est elle qui va nous former le cortex cérébral. Et puis dans ce cortex cérébral, on va trouver le cortex moteur. D'accord? On va voir le cortex moteur. Donc ça c'est une représentation schématique d'un hémisphère cérébral. Donc il faut noter que le cortex est subdivisé en plusieurs aires. On a les lobes pariétaux, les lobes frontaux, les lobes temporaux, occipitaux, etc. Donc chaque lobe est constitué physiologiquement de plusieurs aires. D'accord? Et chaque aire va être responsable d'une fonction spéciale dans notre organisme. Par exemple, il va assurer les fonctions sensitives, des fonctions sensorielles et tout. Donc notre but aujourd'hui est de situer la partie responsable à la motricité, la partie qui va effectuer les mouvements. C'est ce qu'on appelle le cortex moteur. Introduction. Les systèmes moteurs comprennent l'ensemble des structures, circuits de neurones et les voies qui interviennent dans le contrôle et la régulation du mouvement. Donc le système moteur, ce sont les différentes structures qui vont contrôler la motricité. D'accord? Les systèmes moteurs peuvent accomplir différentes fonctions motrices qui peuvent être volontaires, réflexes ou bien automatiques. Donc, on a trois types de mouvements. Premièrement, le mouvement volontaire, c'est un mouvement qui est conscient. C'est à nous de décider de le faire. D'accord? Puis on a les mouvements réflexes ou bien les mouvements involontaires. Ce sont les mouvements, on se rend pas quand on les fait. D'accord? Tels que la respiration. Et puis on a les mouvements automatiques. C'est quoi un mouvement automatique? C'est un mouvement que nous avons appris à faire. D'accord? Et puis nous nous sommes habitués à eux. Donc ce sont des mouvements volontaires, mais on se rend plus compte qu'ils sont en train de se passer. D'accord? Donc si on veut résumer, on a les mouvements volontaires qui sont des mouvements conscients, on a les mouvements réflexes qui sont des mouvements involontaires, on a les mouvements automatiques qui sont des mouvements que nous avons appris à faire et puis nous nous sommes habitués à eux, tels que la marche, la déglutition, la mastication, etc. L'accomplissement d'un mouvement volontaire passe par trois étapes. Donc on va voir les trois étapes qui nous assurent l'accomplissement d'un mouvement volontaire. On a la décision, la programmation et l'exécution. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer ces trois étapes sur un exemple. Par exemple, on va préparer le café. Par exemple, et puis on prend la décision de préparer le café. Puis on va programmer. On va planifier. Ça veut dire comment on va procéder. On va dire que on va se diriger vers la cuisine, puis on va préparer notre tasse, etc. D'accord? Puis on va faire l'exécution, bien la commande. Donc on va réaliser. C'est la réalisation de notre projet qui est la préparation du café. D'accord? Donc, l'accomplissement d'un mouvement passe par trois étapes, d'un mouvement volontaire passe par trois étapes, qui est la décision, puis la planification, et puis la réalisation de ce projet. De nombreuses structures nerveuses participent à ce processus. Donc, on va voir les différentes structures nerveuses qui nous assurent l'accomplissement d'un mouvement volontaire. C'est ce qu'on appelle l'hiérarchie des systèmes moteurs. Le mot hiérarchie veut dire l'organisation en étages. D'accord? Les systèmes moteurs sont organisés selon une hiérarchie qui comporte trois niveaux. On va les classifier selon l'importance fonctionnelle. On a premièrement la moelle épinière qui est le niveau inférieur, puis le tronc cérébral qui est le niveau intermédiaire, et puis on a le niveau supérieur qui est le cortex moteur. Donc, pour effectuer un mouvement, on va passer par différents étages.
Premièrement, le cortex moteur. Le cortex moteur, c'est le point de naissance de l'influx nerveux. D'accord? Puis on a le tronc cérébral qui va servir de relais entre le cortex et la moelle épinière. Puis on a la moelle épinière, ce sera le dernier relais. On sait que dans la moelle épinière cheminent des faisceaux des voies descendantes, des voies de condition descendantes. C'est ce qu'on appelle le faisceau corticospinal. Bon, on va le voir plus en détail après. D'accord? Ces faisceaux vont faire synapse avec les motoneurones alpha qui vont énerver les muscles. Ces muscles-là vont effectuer le mouvement. Donc, les muscles, ce sont les organes effecteurs. Alors, il faut noter aussi que le système moteur reçoit aussi des afférences. Il reçoit des afférences du cervelet qui va contrôler l'équilibration et tout. On a les noyaux gris centraux, les afférences du noyau gris centraux qui vont contrôler la planification, d'accord? Et on a aussi les fibres sensitives qui passent par le thalamus, etc. D'accord? Maintenant, on va étudier chaque étage plus en détail. On va commencer par la moelle épinière qui est le niveau inférieur. Donc la moelle épinière contient des circuits de neurones qui exécutent le mouvement volontaire. Donc la moelle épinière va assurer la communication nerveuse avec les membres. Donc on sait que dans la moelle épinière, on a la formation des plexus, d'où par les nerfs rachidiens qui vont énerver les muscles, nos muscles de membres. D'accord? Puis l'exécution du mouvement se produit par l'intermédiaire du motoneurone alpha, qui est la voie finale commune. Attention, donc la voie finale commune de tout acte motrice est le motoneurone alpha. Donc c'est lui qui va être en contact direct avec le muscle. Bon, je vais vous montrer c'est quoi le motoneurone alpha. Donc vous voyez qu'on a deux types, on a le motoneurone alpha et gamma. Le motoneurone alpha, c'est lui qui va énerver les fibres extrafusoriales. D'accord? D'une façon monosynaptique. Donc on va réaliser juste une seule synapse. Par contre, le motoneurone gamma qui va énerver les faisceaux neuromusculaires d'une façon qui est polysynaptique. Donc la voie finale commune est le motoneurone alpha, celui-là qui va énerver les fibres extrafusorielles. D'accord? Donc voilà pour la moelle épinière. Puis on a le niveau intermédiaire qui est le tronc cérébral. Le tronc cérébral contient des circuits réflexes qui contrôlent le mouvement de la tête et des yeux. Donc comme on avait vu déjà dans la vision, par exemple, on a les noyaux du nerf oculomoteur accessoire parasympathique qui vont énerver les muscles ciliaires pour réaliser le réflexe photomoteur, le myosis et le mydriase. D'accord? Le tronc cérébral reçoit des afférences du cortex cérébral et projette à la moelle épinière. Donc, il va jouer le rôle d'un relais entre le cerveau et la moelle épinière. Puis, on a le niveau le plus supérieur, le plus élevé, qui est le cortex moteur. Il déclenche le mouvement volontaire, il contrôle les faisceaux moteurs qui naissent dans le tronc cérébral, il projette directement à la moelle épinière à travers le faisceau pyramidal ou bien le faisceau corticospinal. Alors, le cortex moteur est le point de naissance de notre message nerveux. D'accord? Donc, il va donner des efférences vers le tronc cérébral. On sait que c'est le cas du nerf crânien. Donc, notre rôle, notre but est de réaliser un mouvement. Donc, pour réaliser le mouvement dans la face et dans la langue, ce sont des muscles aussi, on va utiliser en fait, ces muscles-là sont énervés par les nerfs crâniens et pas par les nerfs rachidiens. Donc, les nerfs crâniens, les noyaux tahom, se situent dans le tronc cérébral. D'accord? Et puis, le tronc cérébral projette directement aussi à la moelle épinière. Dans la moelle épinière, on a ce qu'on appelle le faisceau pyramidal. En fait, c'est le système principal qui contrôle les mouvements des membres. D'accord? C'est ça le système pyramidal. On va le voir dans la dernière partie de cours. D'accord? Donc, le cortex moteur va envoyer des efférences vers les noyaux du tronc cérébral, d'où par les nerfs crâniens qui vont énerver la face, la langue et tout, et on a la moelle épinière qui vont énerver les muscles de membres.
On va voir maintenant la mise en évidence du cortex moteur. Donc, on sait que le cortex moteur est subdivisé en plusieurs aires grâce au monsieur Brodmann. D'accord? Nous, on va s'intéresser aux aires motrices, parce que l'ensemble des aires motrices vont former le cortex moteur. Donc, on va voir les critères d'identification d'une aire motrice corticale. 3 critères définissent une région corticale motrice. On va les voir. Premièrement, la stimulation par un faible courant électrique de cette région entraîne une contraction musculaire. Donc, lorsqu'on va faire une stimulation, que ce soit magnétique ou bien électrique, de cette aire, on aura une contraction musculaire, on aura un mouvement. D'accord? Deuxièmement, la destruction de cette région entraîne la perte de cette fonction motrice. Donc, lorsqu'on a une lésion de cette aire, on va voir une paralysie du région, ou bien du muscle énervé par cette aire. D'accord? Et puis, le troisième critère, c'est que cette région possède des efférences qui la connectent, soit directement ou indirectement aux motoneurones de la moelle épinière. Donc, on a des faisceaux qui vont suivre un trajet indirect, ça veut dire ils vont faire un relais dans un noyau avant d'arriver au motoneurone alpha. C'est le cas des nerfs crâniens. D'accord? Soit on a on a la voie directe, ça veut dire que les faisceaux vont faire un relais direct avec les motoneurones alpha. D'accord? L'essentiel pour nous, c'est que la voie finale commune sera le motoneurone, et ce sera les motoneurones de la moelle épinière. D'accord? Donc, si on veut résumer, les 3 critères sont, premièrement, lorsqu'on va faire une stimulation de cette aire, on aura une contraction musculaire. Deuxièmement, lorsqu'on a une lésion de cette aire, on va voir une paralysie de cette région, ou bien une paralysie de muscles énervés par cette aire. Et enfin, dans leur trajet, soit il va faire un relais direct avec les motoneurones de la moelle épinière, soit on a un relais qui est indirect, donc il va faire un relais d'abord dans un noyau, et c'est le cas des nerfs crâniens. D'accord? On va voir les techniques d'exploration de l'aire motrice. Donc, on va voir les différentes structures qui nous permettent de définir une aire motrice. Premièrement, on a la technique histologique, ce sont les méthodes qu'on avait étudiées dans le cours de fonction de conduction, je pense. Donc, on va voir soit par la dégénérescence, soit l'aérienne, soit on va voir, on va situer l'origine et la terminaison de l'axone. D'accord? On sait que on va couper l'axone. L'origine de cet axone est caractérisée par la présence du corps de Nissen, et la terminaison est caractérisée par la présence des petites formations dans les bouteaux terminaux. D'accord? Puis on a la technique de destruction, ça veut dire qu'on va détruire une région du cerveau, puis on va observer les unités motrices affectées par ce changement. D'accord? Puis on a l'électrophysiologie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va implanter des électrodes sur le cortex et on va faire une petite stimulation, une microstimulation de la région donnée du cortex, puis on va voir les enregistrements de l'activité des neurones corticaux. Donc, microstimulation et enregistrement de l'activité des neurones corticaux. D'accord? Puis, on a la stimulation magnétique transcorticale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va engendrer une lésion temporaire dans une zone par un champ magnétique, d'accord? Puis on va observer les modifications dans notre corps. Et donc, on peut déduire le rôle fonctionnel de cette région lésée. D'accord? La dernière technique est l'IRM fonctionnel. Ça veut dire qu'on va mettre le patient, comme vous voyez ici, dans un IRM classique, et puis on va lui demander de bouger un certain membre. Après, on va voir ici une illumination de la région responsable à cette motricité, ou bien à ce mouvement.
D'accord? Donc, les trois techniques, on a la technique les cinq techniques, technique histologique, technique de destruction, l'électrophysiologie, soit par microstimulation, soit par stimulation magnétique, et on a l'IRM fonctionnel. D'accord? On va voir maintenant l'organisation somatotopique du cortex moteur. On va définir c'est quoi la somatotopie. Donc, plusieurs chercheurs scientifiques ont réalisé des travaux sur le cortex moteur pour le mettre en évidence. En 1870, on a Fritsch et Hetzig. Ces deux chercheurs donnent une stimulation électrique du cortex frontal chez le chien. Donc, cette stimulation va entraîner des mouvements de l'hémicorps contralatéral. Donc, quand on va faire une stimulation dans l'hémisphère droit, on a un mouvement dans le membre gauche. Et quand on va faire une stimulation dans l'hémisphère gauche, on va voir un mouvement dans l'hémicorps droit. D'accord? Donc, le mouvement sera contralatéral. En 1925, on a Monsieur Sherrington qui a démontré la même chose, mais chez un singe. D'accord? Et en 1940-1950, on a la confirmation de l'existence d'un cortex moteur chez l'homme par un neurochirurgien qui est Penfield. D'accord? Donc, il a démontré que chaque groupe musculaire de l'hémicorps contralatéral est représenté au niveau de cortex moteur. C'est ce qu'on appelle la somatotopie. Donc, chaque muscle, comme vous voyez ici, bon, je vais utiliser ce schéma. Donc, chaque muscle donne la projection au niveau de notre cortex, mais dans le côté contralatéral. D'accord? Parce qu'on sait que la stimulation du côté gauche va faire un mouvement le côté droit et vice versa. D'accord? Donc, la somatotopie est schématisée par l'homunculus moteur de Penfield, qui est une représentation du corps humain au niveau du cortex. Donc, quand vous voyez ici, la main représente une très grande surface dans notre cortex, parce que la main réalise des mouvements très nombreux et très complexes. Et donc, elle a besoin de plusieurs neurones. La même chose pour la face, la bouche, la langue, d'accord? Donc, par contre, quand vous voyez ici, la partie, ou bien la projection du pied, elle est beaucoup moins importante parce que les pieds réalisent des mouvements moins complexes que le membre supérieur. D'accord? Le pied réalise des mouvements moins complexes que le membre supérieur. Alors, c'est quoi en fait le mot homunculus? C'est cette petite. En fait, c'est une représentation c'est une représentation des organes du corps selon leur importance fonctionnelle et leur projection dans notre cortex. Donc, vous voyez, on a les mains bzaf kbar parce que la projection تاعهم كبيرة في le cortex. La même chose pour les lèvres, la langue. Par contre, les pieds ont toute une petite projection parce que ils réalisent des mouvements moins complexes que notre membre supérieur, plus exactement les mains. D'accord? Donc, c'est ça l'homunculus moteur de Penfield. D'accord? Donc, les doigts, la main et la face ont des représentations disproportionnelles larges dans les aires motrices. Vous voyez, dans les aires motrices du cortex parce qu'ils sont responsables des mouvements fins et précis. D'accord? Voilà. Donc, on va voir maintenant les aires motrices corticales. Donc, on va situer l'aire motrice plus en détail. Donc, une aire, c'est une région délimitée du cortex cérébral selon une base cyto-architectonique, donc la même composition cellulaire et la même fonction. Ça veut dire que, on sait que M. Brodmann a subdivisé notre cortex cérébral en 52 aires. D'accord? La différence entre une aire et une autre, c'est bien la composition cellulaire et le fonction. Donc, parmi ces 52 aires de Brodmann, certains sont impliqués dans la motricité. On va les voir.
Alors, le cortex moteur se situe dans le lobe frontal du cerveau en avant de la césure de la césure centrale, la césure de Rolando. Alors, ça c'est une représentation schématique d'un hémisphère cérébral. Cette partie-là représente la césure de Rolando. D'accord? Donc, elle sépare le lobe frontal du lobe pariétal. D'accord? Donc, la partie postérieure de lobe frontal, c'est cette partie postérieure du lobe frontal, il y a la partie responsable à la motricité. Donc, cette partie qui est en bleu et en rouge. D'accord? La partie pariétale ici est responsable à la somesthésie. Ça sera notre prochain cours, Inch'Allah. D'accord? Donc, la situation du cortex moteur est la partie postérieure du lobe frontal. Donc, avant la césure du Rolando. D'accord? Donc, ce sont les aires 6 et 4 de Brodmann. On va les voir. Alors, voilà un autre schéma. Donc, ça, c'est un hémisphère cérébral. On va voir ici, ça, c'est la césure de Rolando. Donc, ça, c'est le cortex pariétal et ça, c'est le cortex frontal. Donc, ça, ce qui est en vert, c'est le cortex somesthésique. Et ça, ce qui est en frontal, la partie postérieure, c'est le cortex moteur. D'accord? Donc, le cortex moteur est divisé en 3 régions différentes. Alors, on a premièrement le cortex moteur primaire. Ça, ce qui est en rouge. Il correspond à l'aire 4 de Brodmann. D'accord? Puis, on a le cortex prémoteur, ce qui est en bleu ici, qui correspond à l'aire 6 de Brodmann. Et puis, on a ici ce qui est en violet, c'est l'aire supplémentaire qui correspond également à l'aire 6 de Brodmann. D'accord? Donc, notre cortex est situé avant la césure de Rolando, dans la partie postérieure du lobe frontal. Il est subdivisé en 3 régions différentes. On a le cortex prémoteur qui correspond à l'aire 4 de Brodmann, et on a le cortex prémoteur et l'aire motrice supplémentaire qui correspond à l'aire 6 de Brodmann. D'accord? Donc voilà l'autre schéma, ça c'est la césure de Rolando, bien le sillon central, et ici on a notre cortex cérébral, notre cortex moteur, l'aire 4 et l'aire 6, le cortex prémoteur et l'aire motrice supplémentaire. D'accord? Voilà. Donc, le cortex moteur est constitué du cortex moteur primaire CMP qui correspond à l'aire 4 de Brodmann, le cortex prémoteur qui correspond à l'aire 6 de Brodmann et l'aire motrice supplémentaire qui correspond à l'aire 6 aussi de Brodmann. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier chaque région de ce cortex à part. D'accord? On va voir les afférences, les efférences et les effets de la lésion de cette partie. On va commencer par le cortex primaire, le cortex moteur primaire. Donc, le cortex moteur primaire est représenté par l'aire 4 de Brodmann. D'accord? Donc, il est structuré en 6 couches. La couche 5 contient les cellules pyramidales ou bien les cellules géantes de Butts. Donc, le cortex moteur primaire est une structure d'un isocortex hétérotypique de type agranulaire, si vous vous souvenez de l'histologie. Bon, c'est pas important. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que ce cortex, il est constitué de 6 couches. Ce qui nous intéresse, c'est la 5e couche. Cette 5e couche-là, qui contient les cellules pyramidales. Des cellules pyramidales. Vous voyez ici qu'il y a une forme pyramidale. C'est ce qu'on appelle les cellules de Butts. Donc, ces cellules sont le début du trajet du système pyramidal. C'est le système qui contrôle presque la totalité des mouvements de membres. D'accord? On va le voir tout de suite. D'accord? Donc, la 5e couche qui contient les cellules pyramidales, ça sera le début du trajet du faisceau pyramidal. D'accord? Voilà. Le cortex moteur primaire est la région où l'intensité de stimulation la plus faible produit des mouvements du côté contralatéral. Donc, juste une toute petite stimulation va nous donner une contraction. D'accord?
C'est pour ça qu'on dit qu'il est primaire. Donc, c'est la région dont la stimulation qui engendre une réponse est la plus faible. D'accord? Cette réponse se traduit par un mouvement dans le côté contralatéral. Attention, dans le côté contralatéral. Donc, le cortex moteur primaire va contrôler la force musculaire, la vitesse du mouvement, et il permet d'effectuer les mouvements fins et précis. Donc, c'est cette partie du cortex, c'est cette partie c'est cette partie de notre corps qui va contrôler la vitesse et la force des mouvements, et il va nous permettre d'effectuer des mouvements qui sont fins et précis. Parce qu'on avait dit que toute une petite stimulation va nous donner une contraction. Maintenant, on va voir les afférences. Alors, les afférences. On a premièrement le cortex pariétal postérieur, le cortex somesthésique. Bon, pour le cortex somesthésique, il est situé dans la partie antérieure du lobe pariétal, donc parce qu'on peut réagir à des stimulations sensitives par un mouvement. D'accord? Le cervelet va contrôler le cervelet va contrôler le tonus et la posture. Les noyaux gris centraux de la base et le thalamus vont contrôler la planification et l'initiation du mouvement. Et bien sûr, il a des afférences du cortex prémoteur et l'aire motrice supplémentaire. On va les étudier tout de suite. D'accord? Donc, les afférences, on a le cortex pariétal, le cortex pariétal postérieur antérieur, le cervelet, les noyaux gris et le thalamus, et puis les deux autres régions du cortex moteur. D'accord? Les efférences. Alors, on a les efférences, on a des connexions excitatrices directes monosynaptiques avec les motoneurones alpha et les interneurones de la moelle épinière, des connexions polysynaptiques avec les motoneurones gamma, et des connexions avec des neurones situés dans le tronc cérébral. Alors, donc, le cortex moteur primaire va donner des efférences vers la moelle épinière. Il va faire des connexions, je vais vous montrer, il va faire des connexions avec les motoneurones alpha qui vont énerver les faisceaux, les fibres extrafusoriales, d'une façon qui est monosynaptique en réalisant une seule synapse, d'accord? Et aussi avec les motoneurones gamma, aussi avec les interneurones, pour le muscle, les muscles antagonistes, d'accord? Et bien sûr avec les motoneurones gamma qui vont énerver le fuseau neurosensoriel d'une façon qui est polysynaptique en réalisant plusieurs synapses. D'accord? Puis, il va donner aussi des efférences vers le tronc cérébral. Pourquoi il va au tronc cérébral? Parce que les muscles de la face et la langue sont énervés par les nerfs crâniens, qui possèdent tous des noyaux dans le tronc cérébral. D'accord? C'est pour ça qu'ils donnent des efférences au tronc cérébral. Donc, notre but est de réaliser un mouvement. Donc, il va donner les efférences au moelle épinière pour faire mouvoir les muscles du membre, et il va donner des efférences au tronc cérébral pour faire mouvoir les muscles du tronc cérébral, de la face et de la langue, etc., qui sont énervés par les nerfs crâniens. D'accord? Donc voilà les efférences. On a le tronc cérébral, puis on a d'une façon qui est polysynaptique les motoneurones gamma, et d'une façon monosynaptique les motoneurones alpha et les interneurones. Ça, c'est dans la moelle épinière. On va voir maintenant les effets de la lésion de cortex moteur primaire. Donc, la lésion au niveau du cortex moteur primaire va entraîner une parésie. Ça veut dire une faiblesse musculaire de l'hémicorps contralatéral, bien sûr, pouvant y aller jusqu'à la paralysie. D'accord? Puis, l'on assiste également des déficits de coordination de mouvement, et bien sûr, surtout bien les mouvements des doigts, parce qu'on avait dit que le cortex primaire est responsable au mouvement précis. D'accord? En fait, les doigts réalisent des mouvements précis à la fin. Donc, la lésion de cortex moteur primaire va tout simplement effacer toutes les fonctions les canidilhom. Donc, on a une faiblesse musculaire, les déficits de coordination des mouvements et les déficits des mouvements, des déficits de mouvements fins. D'accord? Mais, il faut noter que ces conséquences
ou bien cette perte de fonction lors de la lésion de cortex moteur primaire est réversible. D'accord? Donc, on peut, on peut récupérer ces fonctions. C'est ce qu'on appelle en fait la plasticité la plasticité corticale. Donc, en cas de lésion, certaines fonctions peuvent être prises en charge par d'autres groupes de neurones adjacents. D'accord? Mais cela, en fait, nécessite des rééducations, un certain apprentissage spécifique. D'accord? Mais ce qu'il faut noter, c'est que cette ça veut dire qu'on peut récupérer les fonctions les rahona par la lésion du cortex moteur primaire. Pourquoi? Parce que notre cortex est capable de changer la projection de certains neurones sur le cortex. D'accord? Donc, après la lésion de l'aire motrice primaire, il peut y avoir une récupération, une prise en charge de la fonction initialement assurée par certaines aires, par les aires corticales, par cette aire, par les aires corticales motrices adjacentes. Donc, attendez. Donc, si on a par exemple une lésion dans l'aire, ce qui est en rouge, c'est l'aire moteur primaire. Si on a une lésion ici, notre cortex, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réaliser d'autres synapses, des nouveaux synapses, parce que le cortex, parce que tout simplement, ce qu'on appelle l'organisation somatotopique. Le cortex externe, l'organisation tarot n'est pas fixe. Donc, en cas de lésion, certaines fonctions peuvent être prises en charge par d'autres groupes de neurones adjacentes. D'accord? Donc, on a une création des nouveaux synapses. D'accord? Donc, notre cortex est capable de changer la projection de certains neurones sur le cortex. Et donc, راح نسترجعوا les fonctions اللي فقدناهم par la lésion de l'aire motrice primaire. C'est ce qu'on appelle la plasticité corticale. Mais en fait, cela nécessite une rééducation spécialisée. D'accord? Ça, c'est pour le cortex primaire. Ça, c'est pour le cortex primaire moteur. On va voir maintenant le cortex prémoteur. La deuxième région qui est le cortex prémoteur. Alors, le cortex prémoteur est situé dans l'aire 6 de Brodmann, dans le côté latéral. Ça, c'est l'aire 6 de Brodmann. Il est situé dans le côté latéral. D'accord? La stimulation entraîne des mouvements de la tête et du tronc. Donc, il est responsable à contrôler ou bien à stimuler les muscles axiaux, les muscles proximaux. D'accord? Tels que la tête et le tronc. L'intensité, intensité plus forte que celle utilisée pour stimuler le cortex moteur primaire. Donc, on a besoin d'une stimulation plus intense par rapport au cortex moteur primaire, باش يديرنا une contraction musculaire. D'accord? Le cortex prémoteur joue un rôle dans le contrôle des muscles axiaux et proximaux. Donc, il va contrôler tout ce qui est tronc, tout ce qui est cou, tout ce qui est épaule. D'accord? Il va assurer la programmation du mouvement. Donc, pour faire le trajet. Donc, la décision, elle est le lobe préfrontal. D'accord? Donc, lorsqu'on décide de faire un mouvement, la décision provient du cortex préfrontal, puis le cortex prémoteur تاعنا رايح يدير la décision رايح يدير la programmation, il va planifier, et puis après on va au cortex au cortex moteur primaire, et il va envoyer le message vers la moelle épinière et tout. D'accord? Donc, il est responsable de la programmation du mouvement. Et l'apprentissage d'associer un événement sensoriel particulier avec un mouvement spécifique. Ça veut dire on va agir à des stimulations sensitives par un mouvement. D'accord? C'est ça le rôle du cortex moteur du cortex prémoteur. On va voir, comme d'habitude, les afférences et les efférences. On va commencer par les afférences. Donc, les afférences, ce sont les messages que le cortex prémoteur reçoit. D'accord? Donc,
On a des afférences provenant du cortex pariétal postérieur, du cortex préfrontal. Ce sont des centres associatifs, donc il permet de comprendre ce qui se passe autour de nous. D'accord? Et aussi, on a le cervelis qui sera responsable de réguler le tonus et la posture. Et puis, il va donner des efférences vers le cortex moteur primaire afin d'exécuter les mouvements, d'accord? Et bien sûr au moelle épinière pour s'articuler avec les motoneurones alpha énervant les muscles proximaux axiaux. D'accord? Voilà. On va voir maintenant la lésion. Donc, si on a toujours les afférences et puis les lésions. On va voir. Donc, la lésion du cortex prémoteur va engendrer une parésie proximale. Donc, une faiblesse musculaire au niveau proximal, au niveau des muscles proximaux. Donc, au niveau des muscles de l'épaule, du cou, on a une parésie de notre ceinture scapulaire, etc. D'accord? Puis on a ce qu'on appelle l'apraxie. L'apraxie, ça veut dire une incapacité à programmer des séquences de mouvements. Parce on avait dit déjà que c'est cette partie de notre cortex qui est responsable à la programmation. Donc la lésion, تاعها راح تعطينا une incapacité à programmer. Et bien sûr, qui ما نقدروش نديرو une programmation, on peut pas initier notre mouvement. Donc, une difficulté à initier le mouvement en réponse à un signal externe. Et aussi, on a la difficulté d'apprentissage des tâches complexes. Ça veut dire, parce que c'est cette partie du cortex qui c'est l'apprentissage. Donc, si on a une lésion dans cette partie, on peut pas, par exemple, on peut pas cuisiner, on peut pas fermer les boutons d'une chemise, etc. Donc, on peut pas, on aura une difficulté d'apprentissage. D'accord? Ça, c'est pour le cortex prémoteur. On va voir maintenant l'aire motrice supplémentaire, qui est la dernière région. Alors, l'aire motrice supplémentaire se situe dans l'aire de Brodmann du côté médian cette fois-ci. La stimulation électrique va engendrer un mouvement bilatéraux, des mouvements complexes durant plus longtemps. Alors, la stimulation l'air motrice supplémentaire هو اللي راح نديرو des mouvements complexes, par exemple de taper sur un clavier ou bien de jouer avec un piano. Donc ce sont les mouvements bilatéraux. C'est quoi bilatéraux? C'est par exemple lorsqu'on tape sur un PC, on va utiliser les deux mains. Donc bilatéraux. On va utiliser les deux mains et chaque main va réaliser un mouvement وحدها. D'accord? Donc, par exemple, wahda تكليكي على الام وحده تكليكي على الاس. D'accord? Mais ces mouvements-là sont coordonnés. D'accord? Donc, c'est ça les mouvements bilatéraux et complexes. Et bien sûr, ils sont complexes parce que on va faire des relaxations et des relâchements, des relaxations, des contractions des muscles de doigts d'une façon qui est énorme. D'accord? Voilà. Donc, l'aire motrice supplémentaire est surtout impliquée dans les mouvements auto-initiés, ça veut dire la mémorisation, comme par exemple, احنا راح نحفظوا un paragraphe et puis on va le taper, on va le mémoriser, on va le taper par le clavier. D'accord? Les tâches B manuelles, c'est quoi les tâches B manuelles? Ça veut dire qu'on va effectuer des mouvements différents, mais qui sont complémentaires, comme le piano par exemple. Les séquences de mouvements, surtout bien les séquences de mouvements des doigts, parce que en fait les doigts ce sont la partie qui réalise des mouvements très complexes. D'accord? Et l'ajustement posturaux anticipateur, ça veut dire qu'on va maintenir, c'est grâce à eux qu'on va maintenir notre équilibration. D'accord? Voilà. Puis on va voir les afférences et les efférences. Préfrontal, c'est un centre associatif. D'accord? Et aussi, on a le noyau gris central et le thalamus qui contrôle la planification et l'initiation du mouvement. D'accord? Bien sûr, il va donner aussi des efférences vers le cortex moteur primaire afin d'exécuter les mouvements auto-initiés et bien sûr vers la moelle épinière pour s'articuler avec le motoneurone alpha, bien sûr pour constituer la voie finale commune, pour faire la contraction des muscles. D'accord? Voilà. Et puis, on va voir les conséquences de lésions. Donc, on a des difficultés d'initiation motrice. C'est la kinésie et le mutisme. Alors,
on peut pas parce que en fait c'est l'air qui est responsable à l'initiation de mouvement. Donc on peut pas qui تصرنا une lésion هنايا, on peut pas initier les mouvements تاعنا et on peut pas faire la coordination bimanuelle. Donc يدينا كيما كنا نخدموا بالبيانو كانت عندنا une coordination. Donc cette fois-ci non, on peut pas faire la coordination des mouvements bimanuels. Ça veut dire نخدموا بيدينا les deux en même temps et d'une façon qui est différente mais coordonnées. On ne peut pas faire ça. D'accord? Et bien sûr, la perte des ajustements posturaux anticipateurs. Donc, on va perdre notre équilibration. D'accord? Voilà, en fait, la kinésie et le mutisme, c'est presque, elle ressemble à un coma qui est éveillé. Donc, le patient ne bouge pas, ne réagit pas, l'absence de mouvement, l'absence des paroles. D'accord? Voilà, on avait terminé avec les trois régions de notre cortex. On va voir maintenant, et enfin, on va voir les voies motrices descendantes. Avec le système pyramidal ou le système extra-pyramidal. Alors, on va commencer par le système pyramidal. Bon, on va pas lire, on va نشرحوا ça jusqu'à le schéma. Après, on va lire. Alors, le système pyramidal. On va commencer, donc, on va suivre le trajet. Donc الحاجة الأولى on va voir l'origine تاعو. L'origine تاعو راح تكون la couche 5. On sait اللي هادوك les cellules de Bose اللي عندهم une forme pyramidale. Donc l'origine تاعو راح تكون la couche 5 du cortex moteur primaire. D'accord? Puis les axons convergent au niveau de la capsule interne. C'est quoi la capsule interne? La capsule interne c'est de la substance blanche qui sépare le thalamus du noyau codé. D'accord? Puis راح يكمل vers le tronc cérébral. La terminaison تاعو راح تكون في le noyau de nerf crânien. C'est ce qu'on appelle le faisceau corticobulbaire. Parce qu'en fait, le système pyramidal, on a deux, on a le faisceau corticobulbaire, la terminaison تاعو راح تكون les noyaux des nerfs crâniens, et on a le faisceau corticospinal, il va se راح تكون عنده une projection vers la moelle épinière. D'accord? On va نبداو le corticobulbaire. Donc نعاود le corticobulbaire راح يبدا من la couche 5 du cortex moteur. Après راح يفوت على la capsule interne ويكمل حتى le tronc cérébral. Le tronc cérébral راح تكون عنده une terminaison au niveau des nerfs crâniens, et après هو وين راح يروح c'est en fait هنايا les noyaux des nerfs crâniens. Par exemple, comme vous voyez ici le noyau du trigémou, le nerf facial et tout, رايحين يروحوا vers les muscles du visage, de la mâchoire, de la langue et du pharynx. D'accord? Donc, le faisceau corticobulbaire va énerver les muscles de visage, de la mâchoire, de la langue et du pharynx. D'accord? Si on veut نعاودو, donc عندنا بدينا le faisceau corticobulbaire. Cortico, ça veut dire qu'il يبدا من le cortex et يكمل في البulbe. Bulbaire, يكمل في les noyaux des nerfs crâniens, et il va énerver tout ce qui est visage, tout ce qui est langue, etc. D'accord? Ça, c'est le faisceau cortico, le système pyramidal, le faisceau corticobulbaire. Haya, on va lire. Le système pyramidal, ou bien ce qu'on appelle le système latéral, le faisceau, on va commencer par le faisceau corticobulbaire. L'origine tao, c'est la couche 5 du cortex moteur primaire. Le trajet, les axons convergent vers la capsule interne, puis il va passer par le mésencéphale et se projette bilatéralement sur le noyau moteur des nerfs crâniens au niveau du tronc cérébral. Donc, vers les noyaux du tronc cérébral, il va contrôler les muscles du visage, de la mâchoire et de la langue et du pharynx. D'accord? Deuxièmement, on va voir le faisceau corticospinal cette fois-ci. On va voir le trajet تاعو. Alors, comme d'habitude, l'origine, راح تكون في les cellules de Butz au niveau du cortex moteur. Puis, les axons راح يفوتوا على la capsule interne. Je قلنا la capsule interne. La capsule interne, c'est la couche, c'est la substance blanche qui sépare le thalamus du noyau gris, du noyau codé. D'accord? Puis, راح يفوت على le tronc cérébral. ومن بعد au niveau de bulbe راح يدير لنا un faisceau dense يشبه الان pyramide. D'accord? Donc نوتي هذا باسكو من بعد لا ليزيون تاعو راح يدير لنا راح يكون عند هذا ce qu'on appelle le syndrome pyramidal. Donc au niveau de bulbe راح يدير لنا
رايح يدير لنا un faisceau dense. D'accord, هاد le faisceau dense, la lésion تاعو رايح دير لنا la syndrome pyramidal. سميناه en fait عنده un forme d'une pyramide. D'accord. Après, à la partie basse de bulbe رايحه تصرالنا la décussation. Donc هنايا راح نفهموا علاه la stimulation تاع le côté gauche درنا le mouvement تاع le côté droit et vice versa. D'accord, on va voir parce que la partie basse de bulbe عندنا 80% ou la 90% des fibres de faisceau vont décusser la lune médiane. D'accord, vont croiser la ligne médiane. D'accord, donc ils vont former le faisceau corticospinal latéral. هادو اللي رايح يروحوا vers les muscles distaux du côté contralatéral. Et on a 10%, d'accord, 10%, ils ne vont pas croiser la ligne médiane, رايح يبقاو le côté homolatéral. Ils vont former le faisceau corticospinal ventral, le faisceau corticospinal ventral ou bien antérieur. Donc, le faisceau, il va être destiné vers les muscles axiaux, les jouent juste à côté de la moelle épinière. D'accord? Si on veut, donc, la voie motrice descendante. Le système pyramidal. Le système pyramidal, le faisceau cortico-bulbaire et le faisceau corticospinal. Le faisceau cortico-bulbaire, l'origine تاعو رايحه تكون من le cortex ومن بعد رايح يكمل في les noyaux du nerf crânien ورايح يروح ينرفينا le visage, la mâchoire, la langue et le pharynx. Le faisceau corticospinal رايح يبدا من bien sûr la couche 5 du cortex moteur. Après les accents تاعهم رايح يفوتوا bien sûr على la capsule interne ومن بعد le tronc cérébral et tout. Au niveau de bulbe رايح يديروا لنا ce qu'on appelle le faisceau pyramidal parce que يشبه هذا c'est un faisceau dense نعيطوا له le faisceau pyramidal parce que يشبه la forme تاعو تشبه البيراميد. D'accord, donc gardez l'information parce que la lésion تاع le pyramide راح دير لنا ce qu'on appelle le syndrome pyramidal. Après في la partie basse de bulbe راح تصرالنا الانقسام. Donc 90% من les fibres du faisceau vont décusser, vont croiser la ligne médiane et راح يفورمي لنا le faisceau corticospinal latéral. D'accord. Il va être destiné vers les muscles distaux. D'accord, et on a les 10% رايح يبقى في le côté ipsilatéral et il va énerver les muscles axiaux juste au côté de la moelle épinière. D'accord, tout simplement. Donc on va lire le faisceau corticospinal. L'origine تاعو c'est les cellules de Pats au niveau du cortex moteur et du cortex somesthésique. Attention, donc هنايا qui يقولك بلي l'origine تاع le faisceau pyramidal est exclusivement le cortex moteur, c'est faux parce que يقدر يجي من le cortex somesthésique. هذه c'est une note de QCM. Le trajet il va passer par la capsule interne, puis il va traverser le mésencéphale et le pont, donc il traverser le tronc cérébral et se réunissent, attention, ils se réunissent pour former un faisceau dense au niveau du bulbe qui prend l'allure d'une pyramide, d'où son nom, faisceau pyramidal. Attention, gardez cette information. D'accord? Après, à la jonction, donc, à la jonction entre le bulbe et la moelle épinière, 90% des fibres nerveuses du faisceau pyramidal vont croiser la ligne médiane dans la colonne latérale de la moelle épinière et ils forment le faisceau corticospinal latéral. D'accord? Puis il se termine, voilà, il se termine dans la corne antérieure ou bien ventrale où se trouvent les interneurones et les motoneurones alpha et gamma qui contrôlent les muscles distaux. Donc bien sûr رايح يهبط la moelle épinière ورايح يدير la voie finale commune تاعنا اللي حكينا عليها اللي هما les motoneurones alpha pour les fibres extrafusoriales et gamma pour le faisceau neuromusculaire pour le fuseau neuromusculaire. D'accord? Voilà. Et après il va stimuler le muscle et la contraction musculaire. Les 10% des fibres ne croisent pas la ligne médiane au niveau de bulbe. Ils vont former le faisceau corticospinal direct. D'accord? Il descend du côté ipsilatéral, yani homolatéral, dans la colonne antérieure de la moelle épinière.
D'accord? Tout simplement. Donc, voilà, c'est le même schéma. Ça, c'est la capsule interne. Et après, au niveau de bulbe, là, l'inqisam. Donc, vous voyez que la plupart des fibres vont croiser la ligne médiane. Et juste 10% vont former le faisceau corticospinal direct. D'accord? Donc, le faisceau pyramidal contient environ 1 million de fibres nerveuses au niveau de la pyramide bulbaire. La pyramide bulbaire. La lésion du faisceau pyramidal va entraîner ce qu'on appelle le syndrome pyramidal. On va voir les signes de syndrome pyramidal. On a premièrement l'hémiparésie. L'hémiparésie, ça veut dire qu'on va voir une faiblesse musculaire dans le côté contralatéral du faisceau lésé. D'accord? Ça, c'est pour l'hémiparésie. Après, on a l'hypertonie spastique. Alors ça, c'est une vidéo qui explique l'hypertonie spastique. Donc, vous voyez, ça a la marche spastique. Donc, on va voir. D'accord, donc j'ai pas trouvé, en fait, il y en a un examen en clinique, ça veut dire que le médecin va essayer de déplier le cou d'un patient, d'accord, mais le patient va résister. Et après, juste le patient va relâcher, le médecin va relâcher l'avant-bras, le patient va à la position de départ. J'ai pas trouvé une vidéo qui explique ça, d'accord, mais al-muhim. On va voir maintenant l'exagération des réflexes myotatiques. C'est quoi en fait? Ça veut dire que les réflexes myotatiques تاعنا les réflexes تاعنا mais راح تكون عندنا une réponse anormale une réponse anormale pardon. Donc يعني par exemple, attendez, je vais vous montrer. Alors ça c'est un réflexe, attendez. Donc ça c'est un réflexe myotatique normal. D'accord? Mais كي يكون عندنا le syndrome pyramidal ما راحش تكون عندنا une réponse كيما هكاك, une réponse réflexe كيما هكاك. On va voir que راح تكون عندنا une réponse anormale. Ça veut dire que on va voir la contraction ou bien le réflexe رايح يروح d'autres groupes musculaires. D'accord? Et puis bien sûr, on a le signe de Babinski. Le signe de Babinski, bien sûr, je vais vous montrer une autre vidéo. Donc voilà le signe. Donc le médecin راح يفوت هاد الآلة هادي على le pied de patient. Et هي في le cas normal. Dans le cas normal, le patient a une extension des orteils. Mais le signe de Babinski, vous voyez que une... Ah, pardon, je suis désolée. Donc, dans le cas normal, on va faire une... Dans le cas normal, bon, dans le cas normal, le patient va faire une flexion des orteils. Par contre, dans le signe de Babinski, le patient va faire une extension des orteils. D'accord? Donc, si on veut résumer les signes de syndrome pyramidal, on a une hémiparésie, une hypertonie spastique, une exagération des réflexes myotatiques et le signe de Babinski. On va voir maintenant le système extrapyramidal, mais on va pas le détailler. D'accord? Le système extrapyramidal, il va avoir un rôle dans le maintien de l'équilibre et il va contrôler aussi les mouvements automatiques tels que la marche et tout. Alors le système pyramidal, on va pas le détailler, juste on va voir les 4 faisceaux descendants. Donc le système extrapyramidal ou bien le système ventromédian est constitué de 4 faisceaux descendants. Donc l'origine de chaque faisceau راح تكون في le tronc cérébral. D'accord? Et il va se projeter vers la moelle épinière. A un rôle dans le maintien de l'équilibre et de la posture et du corps de façon réflexe. Donc, on a le faisceau le noyau vestibulaire, c'est le faisceau vestibulospinal. Après, le faisceau libre la substance réticulée, c'est le faisceau réticulospinal. Après, le faisceau libre le noyau rouge, c'est ce qu'on appelle le faisceau rubrospinal. Et le faisceau libre le tectum, c'est le faisceau tectospinal, tout simplement. D'accord? Voilà.
on arrivera à la conclusion. La conclusion, presque, c'est un résumé. Alors, le cortex moteur primaire reçoit deux types d'informations. Premièrement, la commande venant du cortex prémoteur est une information sensorielle polymodale transistant par le cortex pariétal. Ça veut dire qu'on va réagir à une stimulation sensitive par un mouvement. Il intervient essentiellement dans les mouvements volontaires fins et distaux des membres. Et le cortex moteur intervient dans de nombreux processus, par exemple la sélection du programme moteur en fonction du contexte, l'apprentissage moteur, le contrôle de la musculature axiale et proximale. Il va contrôler les mouvements automatiques et accompagnant les mouvements volontaires. Voilà. L'aire motrice supplémentaire s'organise précisément l'aire motrice supplémentaire organise précisément le programme moteur. Ça veut dire la durée, l'importance, la chronologie et l'activité musculaire. Donc c'est ça le rôle de l'aire motrice supplémentaire. D'accord? Voilà. Donc c'est ça. وصلنا إلى نهاية الدرس. هذه اللي كانت لا كونكلوزيون تاعنا. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه.